national Nzambe apesa mitindo tolona kaka bolingo toyokana tolimbisana tofungola mitema otuya yevi ya moto bosembo bonile pe bosekini bonge makasi ekopepisa mboka banganga mayele Kongo eningani ya kolembeta na makasi mpe bwanya tobatela kimia na Kongo na biso na mobulu oyo ekoti mawa na mitema pokoso ekwei nani ya kosunga biso kimia tolingi na mboka na biso Kongo. Bonjour, peuple congolais. Ici, c'était Congo. Le Congo de tes travailleurs, le Congo de tes technocrates, le Congo de tes tranquillités, le Congo de tes transferts. Chers compatriotes, nous avons promis de vous parler de l'armée, un autre acteur dans notre combat. Le combat contre M. Denis Sassou Nguesso. L'armée a été l'une des pierres angulaires pour l'obtention et l'organisation de la conférence nationale souveraine en 1991. Peuple congolais, l'armée est une organisation structurée, composée d'hommes et de femmes armés, visant à conquérir ou à défendre un territoire, à détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles en cas d'invasion pour l'intérêt de la nation. L'armée peut également s'occuper de divers travaux et remplir diverses fonctions, comme des travaux de déblayement en cas de catastrophe naturelle. Mais la vocation sacerdotale d'une armée est de servir la nation et le peuple. L'armée congolaise répond-elle à sa vocation sacerdotale vis-à-vis de la nation et du peuple? Dans la situation actuelle, où le peuple est embastillé par un clan, par un groupe au pouvoir, l'armée joue-t-elle encore son rôle? C'est donc pour répondre à toutes ces questions que nous avons décidé de vous faire cette vidéo. Nous faisons cette vidéo justement pour analyser l'attitude des forces de l'armée congolaise depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Peuple congolais, l'histoire, même quand elle est tronquée et subit l'emprise de la politique, l'histoire reste une discipline passionnante, car elle vous entraîne sur les traces des grands hommes et des événements dont la signification échappe au moment où ils se produisent. Nous allons parler de l'histoire des hommes, des armes. Nous allons parler du métier des armes. Un pays souverain a le droit et le devoir de se doter d'une armée. Les missions de celle-ci doivent être clairement définies par la Constitution et avoir pour objet la défense de l'intégrité territoriale en appliquant les valeurs démocratiques et en se soumettant au pouvoir civil issu des urnes. Le pouvoir ne peut être obtenu que par cette voie. Au Congo, de Fulbert Yulu à Alphonse Massamba Deba, en passant par Pascal Lissouba, le pouvoir civil n'a jamais été respecté. Des 6 chefs d'État
qui se sont succédés depuis l'indépendance. 3 étaient des civils originaires du Sud. Fulbert Youlou, Alphonse Massamba Deba, tous les deux, ils étaient du Poul, mais il y avait aussi Pascal Lissouba, lui originaire du Niari. Et 3 autres étaient des militaires venant du Nord. Marien Ngwabi, Joachim Yombi et Denis Sassou Nguesso, tous les 3 de la cuvette. Youlou et Lissouba sont venus au pouvoir suite aux élections présidentielles. Et notre civil, Massamba Deba, lui, il est arrivé sur proposition de l'armée. Par contre, Ngwabi, Yombi et Sassou sont arrivés au pouvoir suite à un coup d'État. Les armées africaines, dans leur première année d'existence, étaient encore des embryons des armées des anciennes puissances coloniales. Les armées africaines, plus dans leur déploiement, étaient cependant très éloignées dans leur fondement, qu'elles posaient dans la plupart des cas comme des reproductions du modèle occidental. Ainsi, dans la plupart des États, durant la période qui précéda l'institution des armées nationales, les armées africaines, loin d'être des forces politiques, ont été par leur neutralité des éléments étrangers aux objectifs prioritaires de développement envisagés par le gouvernement. Et ce temps fut court. Pour le cas du Congo, la politisation de l'armée relève d'une part de sa professionnalisation à partir de la création d'une armée nationale en 1963 et d'autre part de son engagement auprès de la gauche du parti pour participer au renversement de la Deuxième République et de son président qui démissionna le 4 septembre 1968. Cela a entraîné 2 mouvements concomitants. Premièrement, la politisation systématique de l'armée et donc de l'accès des militaires aux postes de responsabilité nationale. Et deuxièmement, une confusion dans le commandement entre la hiérarchie politique et la hiérarchie militaire. D'habitude, chez les militaires, les sentiments d'appartenir à un corps constituent un sentiment de solidarité et de camaraderie plus fort que la conscience ethnique et régionale. L'exemple de l'armée française, où l'armée se présente comme neutre, apolitique et disciplinée, fait penser que les officiers congolais seront de bonne moralité, intègres et capables de servir dans des fonctions administratives et techniques, voire accomplir des travaux d'utilité publique pour le développement du pays. Les militaires ont sur les autres citoyens l'avantage de porter des armes. Les armes ne devraient leur servir qu'à défendre le peuple à travers l'intégrité territoriale, comme c'est le cas dans la plupart des pays. L'armée congolaise, à l'événement de l'indépendance, ne fait pas exception. Sauf qu'à partir de 1977, les militaires se servent qu'à défendre des intérêts de M. Denis Sassou Nguesso et accessoirement à commettre quelques délits qui seront couverts par leur hiérarchie et catastrophiques pour le pays. L'histoire des FAC, Forces armées congolaises, commence le 28 juillet 1960,
avec la création de la première compagnie d'infanterie en prévision de la proclamation de l'indépendance du Congo. Le 15 août 1960, le Congo et la France ratifient les accords de transfert de compétences. Le Congo indépendant devait se doter d'une armée, un des attributs essentiels de souveraineté. Les FARC sont donc créés le 15 novembre 1960 à partir du 9e bataillon d'infanterie de marine de l'armée coloniale française. On l'appelait 9e BIMA. La première compagnie voit le jour le 16 novembre 1960 et est dotée de fusils MAS-36 et de PEM MAT-49. Elle est présentée au président de la République, l'abbé Fluer-Youlou, le 25 novembre 1960 et reçoit officiellement son fanion tel qu'il est encore aujourd'hui. Pour les nouvelles autorités congolaises, la création d'une armée répond aux triples buts qui sont les suivants. 1. C'est une question de principe. Un État indépendant et souverain ne peut se passer d'une armée, symbole d'autonomie et affirmation de puissance. 2. L'armée est une force de maintien d'ordre de 3e degré après la police et la gendarmerie. Mais le pouvoir est convaincu qu'on peut la déployer avec plus d'efficacité au 1er degré. Les événements de Dolisie de 1958, de Pointe-Noire de 1956 à 1958 et de Brazzaville 1956, 1957 et 1959 ont donné la preuve de cette nécessité et de l'opportunité du rôle de l'armée. 3. L'armée, disciplinée et neutre, peut servir de creuset pour forger le nationalisme et le patriotisme des jeunes États où il y a déjà eu des affrontements à caractère tribal et ethnique. C'est le lieu de brassage idéal de tous les Congolais, surtout les jeunes, pour consolider l'unité nationale grâce à l'emploi du français comme langue nationale, par l'unification du mode de vie, l'uniformisation des coutumes et surtout l'affermissement de l'esprit de corps. Le 16 novembre 1961, par la loi 16/61 portant organisation de la défense du territoire et de la République du Congo et du recrutement des forces des armées de la République, est institué le principe de la constitution d'une force armée pour assurer la pleine souveraineté de la jeunesse de la jeune République. Le 16 février 1961, c'est au tour de la gendarmerie de voir le jour. Elle est dotée du même armement que les FARC, mais en plus grande quantité. Le 15 juin 1961, la 2e compagnie est mise sur pied, à Pointe-Noire, au camp Guénin, devenu camp de 31 juillet, sous la Révolution. Suivra la 3e compagnie à Brazzaville, le 1er octobre 1961. Le 1er bataillon congolais est créé, officiellement le 18 juillet 1962, par décret 627, ce qui entraîne d'office la dissolution du 9e BIMA. Aux formations précitées s'ajouteront bientôt une section de commandement et de service, avec comme unité un détachement de transmission
un détachement de santé, 2 rames de transport, une section portée de mortiers de 81, quelques mitrailleuses. Plus tard, le 1er janvier 1963, la première escadrille aérienne disposant d'un avion DC-3, 3 broussards, un hélicoptère Bell et une unité de marine dotée d'un escorteur fluvial baptisé Reine Ngalifuru. Les premiers hommes proviennent de l'armée française. Ils ont été sous-officiers pour la plupart, simples soldats ou miliciens. Les sous-officiers vont devenir les officiers de la première génération. En attendant, ce sont les officiers français qui commandent cette armée, comme le lieutenant Jean, qui assume les fonctions de chef d'état-major, le commandant Sarlat, qui commande l'escadrille aérienne, le capitaine Lefebvre, commandant de la compagnie de commandement, le capitaine Villeneuve, à la tête de l'intendance, le lieutenant Lotte, chef de détachement de transmission, et l'adjudant Rand, chef de service du matériel. La première génération d'officiers congolais est donc issue des sous-officiers de l'armée française. Parmi eux, Ebadep, Mizingu, Fodé, Poigné. Viennent ensuite une promotion des jeunes formés, pour la plupart à l'école de troupes générales Leclerc. Ils ont été sélectionnés par voie de concours et ont suivi une formation à l'école de formation des officiers des territoires d'outre-mer et de Madagascar, qu'on appelle en abrégé en sigle EFORTOM. Ils allaient ensuite dans des écoles d'application avec leurs homologues français. Les Congolais, David Mounsaka, Félix Mouzabakani, Kiyindou, Alex Lekonza, Henri Ondoko vont faire partie de la deuxième génération qui va suivre. La congolisation des cadres supérieurs de l'armée s'est poursuivie avec la troisième génération d'officiers formés à l'école supérieure militaire Interam, ESMIA, en cycle ESMIA, avec Yombi, Ngwabi, et à l'école spéciale militaire MS de Saint-Cyr avec Alfred Raoul, Louis-Sylvain Goma, Kimboualankaya, ainsi qu'à l'école militaire de Cherchel en Algérie avec, entre autres, Sassou, Mbungu, Kikadidi, et à l'école de l'air avec Aimé Gilles Portela. C'est cette armée qui jouera un rôle de premier plan en recueillant la démission du premier président de la République du Congo, l'abbé Fulbert Youlou, le 15 août 1963. L'armée va tenir une place importante dans l'histoire du Congo. L'armée, sous l'initiative des premiers hauts gradés, en l'occurrence Mounsaka et Mouzabakani, vont se rendre en Kolo, dans le district de Boko, dans le village natal de Alphonse Massamba Deba, pour demander à ce dernier de venir à Brazzaville prendre les rênes du pouvoir. Une attribution qui n'était pas dévolue aux militaires, mais plutôt aux civils. Les militaires ne s'intéressaient pas au pouvoir. Ils estimaient qu'ils n'ont pas été formés pour cela. Ainsi, Alphonse Massamba Deba, un civil, deviendra le deuxième président de la République. En décembre 1963, la nouvelle constitution est adoptée par le référendum. Le régime Massamba Deba crée le Conseil national de la Révolution, en cycle la CNR. Il prévoit la fonction du président de la République et celle du Premier ministre, chef du gouvernement,
Le CNR est présidé par le président de la République. En août 1964, Massamba Deba crée le Mouvement national de la Révolution, en cycle MNR, parti unique dont il est le secrétaire général. En effet, après la révolution des Trois Glorieuses, pour mettre fin aux structures des forces armées congolaises, incompatibles avec le socialisme, un groupe d'officiers progressistes créé, et après 2 journées d'études, en février 1965, une armée populaire. Cette idée rencontre d'abord l'opposition du président de la République, Alphonse Massamba Deba, qui avait déjà créé le Corps national de la défense civile. En avril 1966, les révolutionnaires ont pris le contrôle de cette armée. Mais le commandement reste aux mains des anciens de la coloniale, car le commandant Mounsaka a été remplacé par le chef de bataillon Damas Ebadep. L'engagement idéologique commence à prendre de l'ampleur et la suprématie sur tout le reste. Pendant toute la période révolutionnaire, on disait de cette armée qu'elle était le fer de lance de la révolution. Le 22 juin 1966, l'Assemblée nationale vote une loi qui transforme les forces armées congolaises, c'est-à-dire les FAC, en armée populaire nationale en cycle APN. Une direction politique à l'armée et un haut commandement collégial sont créés. Les deux sont dirigés par une commission civile, coiffée par un officier membre du parti. Le capitaine Marien Ngouabi s'insurge contre cette implication de l'armée aux politiques et émet de vives critiques à l'endroit du président Massamba Deba. En guise de punition, il est muté à Pointe-Noire. Ngouabi refuse cette affectation. En juillet 1968, le capitaine Marien Ngouabi est arrêté. Il est rétrogradé au rang de soldat de première classe. Devant la montée de la contestation, Massamba Deba fait dissoudre l'Assemblée nationale et le bureau politique du MNR et suspend la Constitution de 1963. Il en résulte un affrontement entre les partisans de la défense civile menés par Ange Diawara et une partie de l'armée. Ngouabi est remis en liberté et rétabli dans son grade. Le 5 août 1968, le président Alphonse Massamba Deba forme un nouveau gouvernement et un nouveau Conseil national de la Révolution de 40 membres et constitué avec tous les pouvoirs étendus. Le CNR est présidé par Marien Ngouabi. Massamba Deba y est comme simple membre. Le CNR est composé de plusieurs militaires. Outre Marien Ngouabi, on trouvait Norbert Nsika, Alfred Raoul, Joseph Ngabala, Denis Sassou Nguesso, Luc Kimbwalankaya et Ange Diawara. Lorsqu'il va être empêtré dans des contradictions internes au MNR, le président Massamba Deba décide de démissionner après le mouvement insurrectionnel du 31 juillet 1968. Après un très court intérim de Alfred Raoul, le commandant Marien Ngouabi, nouveau guide de la révolution, devient chef de l'État. Il déclare je cite, qu'il ne faut pas voir en ce mouvement des militaires qui se rebellent contre l'autorité civile, mais des militants révolutionnaires
qui mettent en cause la légitimité d'une direction qui a failli à ses responsabilités. Fin de citation. Le 20 septembre 1968, au cours d'une prise d'armes à la base aérienne de Brazzaville, en tant que commandant en chef, le commandant Marien Ngouabi prononce une allocation dans laquelle il prône la démocratisation de l'armée. Ce texte a été repris presque intégralement dans son essai qu'il avait intitulé « Soldats du peuple ». Il y donne les orientations générales sur les transformations à opérer dans l'armée. Il proclame, je cite, « Au reste, l'apolitisme de l'armée se trouve aujourd'hui dépassé. Pour vaincre, le soldat d'aujourd'hui ne peut se contenter d'un patriotisme classique sans contenu politique. Prétendre réduire l'armée à n'être qu'un agent d'exécution d'une politique à laquelle elle n'aurait point pris part constitue une dangereuse erreur. Un soldat et plus spécialement un soldat citoyen et militant d'un peuple réellement démocratique ne peut être ni mercenaire ni indifférent à la couleur du drapeau qu'il sert. Un militaire est un cadre de la nation et en ce sens, la politique comme d'autres domaines de la vie de notre pays ne doivent pas lui être fermés. Au contraire. Fin de citation. Dès lors, l'armée s'intéresse à la politique. Il existe même un budget spécial pour la démocratisation de l'armée. Cette nouvelle aventure va mettre fin à l'apolitisme de l'armée, aux valeurs éthiques de moralité et d'intégrité, puisque tout est subordonné à l'ingéance politique. Il y aura d'abord la confrontation, FAC contre la défense civile, puis des intégrations, des dissolutions, les exclusions et les épurations. Avec la transformation de l'armée en structure politico-militaire, tout bascule. Une note de direction politique à l'armée, la fameuse note 30-20, qui institue le commandement collégial, stipule que toutes les décisions sont prises de concert avec le commandement d'unité. Le président du parti et le président du comité révolutionnaire, CR, en plus de la lutte idéologique, les antagonistes d'origine ethnique ou régionaliste vont aussi faire leur apparition. C'est après la prise de pouvoir par Marien Ngouabi qu'on voit l'institution militaire se politiser et user des slogans comme « le pouvoir est au bout du fusil ». Sous Marien Ngouabi, le pouvoir militaire s'empare de tous les postes clés. On voit des soldats sans aucune formation, sans aucune des compétences requises, diriger des entreprises d'État comme l'ONPT, le port de Pointe-Noire, la société sucrière, Suco et bien d'autres. Ces affectations n'obéissent à aucune règle déontologique. Ce n'est pas tout. On a vu des militaires dispenser des cours dans des lycées, dans des collèges, alors que les bons enseignants de métier sont affectés dans d'autres services. Sous la domination de la Géminaire, les révolutionnaires, en majorité des militaires, demandent à la jeunesse de s'investir pour la révolution. Ange Bidier Diawara, le responsable de la Géminaire, ne cessait d'investiguer la jeunesse en disant « Quand vous mangez, quand vous dormez, vous devez penser à la révolution. » Fin de citation. À partir donc des années 70, l'armée va connaître une purge.
elle devient la victime et le coupable de plusieurs coups d'État. Une poignée des officiers du Nord usent de leur responsabilité dans l'APN et proposent aux officiers du Sud de faire l'insurrection pour renverser le régime de Marien Ngouavi, victime de l'obimitrie. Une stratégie qui n'avait pour seul but d'éliminer physiquement les officiers du Sud. C'est pendant ces années que le recrutement du personnel féminin s'opère dans l'armée et la police, ce qui constitue une véritable révolution dans les structures des forces régulières du pays. En 1974, après la tenue du colloque de l'armée, qui sera d'ailleurs la première et la dernière du genre, il faudra désormais être rouge, de préférence rouge et expert, ou tout au moins patriote quand on est officier, pour espérer assumer des fonctions de commandement. C'est ainsi et aussi l'abandon du commandement collégial au profit du commandement unique. Le 23 mars 1970, coup d'État déjoué par l'APN et mort du lieutenant Pierre Kinganga. Le cadavre de Pierre Kinganga et celui des membres de son commando tombés avec lui restent longtemps exposés devant l'immeuble de la radio. Une victoire pour les officiers du Nord. Sassou, pour savourer, marquer cette victoire, fera une photo historique en tenue militaire, marchant sur les cadavres de Pierre Kinganga. Tout ceci pour s'aimer la terreur au reste de la population et aux autres militaires. Une demi-douzaine d'officiers prétendus complices seront condamnés à mort par la cour martiale et fusillés le 29 mars 1970. Et de nombreux hauts fonctionnaires du pays, en particulier du Sud, seront frappés par des mesures d'épuration. En 1970, un coup d'État sera attribué à Bongo Noira, dans le simple esprit de vouloir l'éliminer physiquement. Le 22 février 1972, coup d'État manqué d'Ange Bidier Diawara. Au cours de cet événement, les ministres Prosper Matumpampolo et Eli Itou et l'artiste Franklin Bukaka sont tués par la volonté des dignitaires militaires en place, en l'occurrence par Denis Sassou Nguesso. Le 24 avril 1973, les officiers Ange Bidier Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Pierre Oluka, Claude Bakekolo sont capturés à Kinshasa et sont livrés aux autorités congolaises et sont immédiatement exécutés. Leurs corps sont exposés au stade de la révolution actuelle qu'on appelle stade Massamadeba. Pour les autorités qui voulaient en faire un exemple et une mise en garde, le reste des compagnons seront abattus dans la nuit du 26 au 27 janvier 1973 à Matsula, dans le district de Mbanzandunga, région du Poul. Le 18 mars 1977, coup d'État et mort du président Marien Ngouabi, président en exercice. Sur instruction du ministre de la Défense, le colonel Sassou Nguesso, il va y avoir la chasse à l'homme. Plusieurs personnalités politiques et certains membres de la garde présidentielle sont mis aux arrêts. L'interpellation de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, Luc Kimbwalankaya, à son domicile, se termine tragiquement. Trouve la mort le même jour devant sa famille. Aussi, Pascal Issouba et Massamba Deba
sont arrêtés. À la suite d'un procès rocambolesque, Pascal Lissouba est libéré par l'intervention du président Omar Bongo, le président du Gabon. Par contre, Alphonse Massamba Deba sera exécuté le 25 mars 1977. Le colonel Sassou Nguesso, ministre de la Défense et de la Sécurité, convoque le cardinal Émile Beyenda, archevêque de Brazzaville, de venir témoigner devant le comité militaire du parti après l'assassinat du président Marien Ngouabi. Un piège qui lui avait été tendu le fera disparaître à son tour. De même, plusieurs personnes seront exécutées, dont Kikadidi, un ex-militaire, et 10 personnes civiles jugées responsables dans la mort de Marien Ngouabi. Enfin, après l'assassinat du président Marien Ngouabi, un comité militaire du parti, ainsi que le CMP, composé de 11 membres du Parti congolais du travail, tous officiers de l'armée populaire nationale, devint l'instant suprême de l'État pour la destinée du pays. Depuis, l'armée est devenue une force politique importante au Congo. Et ceux qui la dirigent jouent un rôle de premier plan dans le système institutionnel du pays. Pour s'en convaincre, la conférence nationale du Parti congolais du travail du 15 avril 1972 avait donné les tâches suivantes à l'armée. Faire la révolution, éduquer le peuple et l'encadrer, effectuer les tâches de combat et de production. De la même manière, dans une déclaration du 12 décembre 1975 du comité central du Parti congolais du travail, il est souligné que les cadres et les vaillants combattants de l'armée populaire nationale doivent assurer la sécurité du peuple et les acquis des 3 glorieuses journées des 13, 14 et 15 août 1963. À partir de 1979, la constitutionnalisation de l'armée a permis d'augmenter son capital d'influence au point de s'ériger en gardien de pouvoir politique. Ainsi, au terme de l'article 112 de la Constitution du 8 juillet 1979, l'armée est un instrument de la révolution congolaise, ayant pour mission de sauvegarder l'indépendance et la souveraineté nationale. De ce point de vue, dans l'intérêt de défendre les acquis révolutionnaires, l'armée avait légalement les arguments de bloquer les processus de démocratisation du pouvoir à partir de 1990, juste après la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, et donc à l'évidence de maintenir le statu quo en apportant son appui au régime en place, lequel était dirigé également par un militaire, en la personne de M. Denis Sassou Nguesso. Mais, à partir de 1992, l'armée congolaise, du moins en théorie, va perdre son engagement révolutionnaire au profit d'une exigence de neutralité et de ses premières années d'existence, qui l'a conduit à ne plus s'immiscer directement dans l'espace politique, puis dans la gestion du pouvoir. Elle redevient momentanément apolitique. Ce nouveau positionnement de l'armée peut se justifier par 2 impératifs. D'abord d'ordre idéologique, l'abandon du marxisme-léninisme contre le mode de pensée politique, mais un terme à sa vocation politique et surtout révolutionnaire. Ensuite, elle devient simplement une institution de protection de l'indépendance et de la souveraineté nationale
sans prétention politique. La prise de conscience au sein de l'armée, depuis longtemps, était devenue un support incontournable de la prise, de l'exercice et de la conservation du pouvoir, au point même qu'aucun président de la République ne pouvait exercer le pouvoir sans une emprise réelle de l'armée. Et le pouvoir était au bout du fusil, tout comme le pouvoir ne se donnait pas, il s'arrachait, disait-on souvent à l'époque. Mais, avec le tournant démocratique des années 90, le suffrage universel devient le seul moyen d'accéder au pouvoir. Dans ces conditions, après plusieurs années de gestion sans partage de pouvoir, il était peu probable théoriquement que l'armée revienne au pouvoir par la voie des urnes. Elle était donc obligée de jouer le jeu démocratique, sans en avoir dans le fond ni la conviction ni la volonté de quitter l'espoir politique. Ce qui d'ailleurs permet de douter de l'effectivité du caractère apolitique de l'armée proclamé d'abord par l'article 162 de la Constitution du 15 mars 1992 en ce terme, je cite, « La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et aux règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne peut l'utiliser à des fins particulières. » Fin de citation. Puis, repris dans les termes identiques par l'article 171 de la Constitution de 20 mars 2002. Un certain nombre de raisons permettent à juste titre de l'affirmer. D'un côté, souvent dans les pays africains, la consécration formelle de l'État, lui-même comme une création de circonstances mal accommodées au contexte local, a précédé la construction pratique de l'État-nation. Et la gestion du pouvoir politique a toujours été un enjeu de rivalité ethnique. Dans ce genre de conflit, l'armée a toujours joué le rôle d'arbitre partisan et donc non objectif, puisqu'elle-même divisée de la manière identique que la société civile. Au Congo, comme partout ailleurs en Afrique, l'action politique n'est pas rationnelle. Elle répond à une exigence personnelle, puis socio-biologique, de plus en plus par le privilège accordé aux enfants et enfin ethnique, car l'ethnie est utilisée comme limite au domaine de la définition du pouvoir. Des facteurs conjoncturels démontrent à partir des années 70 la généralisation des régimes militaires en Afrique. Au Congo en 1969, au Bénin en 1972, en Éthiopie en 1974, Madagascar en 1975, il semble qu'aujourd'hui l'armée possède une culture de gestion sans partage du pouvoir. Et l'armée au Congo est devenue un État dans l'État, avec un pouvoir d'autonomie fort. D'autant plus qu'avec le temps, elle s'est dotée d'une capacité économique, sociale et culturelle dans le pays. Si la démocratisation de la vie politique au Congo a été conquise en 1990, on le doit à la force de l'opiniâtreté de démocrates congolais, de l'extérieur et de l'intérieur du pays. On le doit aussi à la diaspora, on le doit aussi aux syndicats, mais surtout par l'impartialité de l'armée. En septembre 1990, s'ouvre sur la déclaration d'indépendance
du syndicat unique vis-à-vis du PCT. Les délégués réclament la hausse des salaires, ainsi que le dégel des avancements dans la fonction publique, et s'investissent sur le champ politique en exigeant une ouverture démocratique immédiate. Sassou convoque les délégués de la CSC à son palais et s'efforce de les mettre au pas. En vain, il suspend alors le congrès de la CSC et dissout le comité directeur. Le secrétaire général de la CSC, Jean-Michel Bokamba-Yangouma, réplique en appelant les travailleurs à une grève générale. Celle-ci est suivie par tous les travailleurs. Sassou demande à l'armée de mater les dirigeants syndicaux, mais il se heurte au refus du chef d'état-major des FAC, le général Jean-Marie Michel Mokoko. L'armée se fidélise à sa mission fondamentale de protéger la population. L'armée retrouve pleinement sa mission de défense de la nation et des frontières nationales sans injonction dans la politique. Si la mission fondamentale de l'armée est de défendre l'intégrité territoriale, tout en appliquant des valeurs démocratiques, en janvier 1992, les militaires ont dérogé de leur mission, au point où le groupement aéroporté menace à mort André Milongo, Premier ministre de transition. Les militaires se révoltent pour contester la nomination de Michel Ngankou au poste de secrétaire d'État à la Défense. Selon ce que Sassou aurait témoigné à André Milongo, ce soulèvement n'avait qu'un but, de mettre en péril la démocratie. En novembre 1992, alors que Pascal Lissouba refuse la dissolution de l'Assemblée nationale suite à la motion de censure du 17 novembre 1992, la démocratie a du mal à décoller. L'opposition organise un méga meeting URD-PCT au boulevard Alfred Raoult, au cours duquel Sassou Nguesso déclare « Quand la démocratie est menacée, les démocrates doivent se lever ». Compte tenu de la situation morose dans le pays, le 3 décembre 1992, les FAC, conduits par Jean-Marie Michel Mokoko, qui avait réussi de prendre en otage la mouvance présidentielle de Pascal Lissouba et de l'URD-PCT de Bernard Kolela, depuis le 2 décembre, a réussi de faire signer un accord gouvernemental d'union nationale. Fin 1992, l'armée devient une fois de plus politisée. La plupart des officiers sont rangés derrière des leaders politiques de leur région. Ce constat déplorable a poussé le nouveau chef d'État, chef suprême des armées, président de la République, M. Pascal Lissouba, à restructurer l'armée au point de suspendre certains officiers. Une restructuration pour ramener et rappeler les militaires sa mission, d'une part, mais aussi pour désengorger l'armée devenue pléthorique. Même si un officier n'a jamais fait valoir ses droits à la retraite, peut à tout instant s'investir pour le pays, en cas de menace. Mais il est à noter que pendant cette période, l'armée était vraiment devenue pléthorique et pouvait donc et ne servait que dans la plupart
que les intérêts des hommes politiques. Alors, beaucoup de ces officiers supérieurs de cette catégorie avaient donc résolument décidé de s'arranger derrière l'ancien président Denis Sassou Nguesso, surtout pour les officiers originaires du Nord. Certains officiers ont été rangés derrière M. Bernard Kolela, pour la plupart ceux du Sud, et une bonne partie de ceux de Nyari Bwenza et les Komo derrière M. Pascal Lissouba. C'est donc dans ce climat que le pays entre dans la guerre du 5 juin 1977 entre la force de l'armée congolaise, les FARC, associés aux bandes armées, les Mamba, les Kokoy, les Zoulous, les Obévirois. Ils vont être rangés derrière M. Lissouba. Et d'un autre côté, il y avait les anciens militaires des FARC associés aux troupes étrangères, les Angolais, les Centrafricains, les Rwandais, les Libanais, et des bandes armées, on peut citer les Cobras, les Francs 400, derrière M. Denis Sassou Nguesso. C'est aussi dans cette division que l'armée s'adjure dans la politique après la conférence nationale souveraine. Elle qui avait trouvé sa mission de noblesse. Peuple congolais, nous avons compris que tout juste à la sortie de l'indépendance, les militaires avaient hérité de l'éducation coloniale et que l'avancement se faisait particulièrement par rapport au mérite. Qu'avec le peu de matériel, les forces de l'armée congolaise continuaient à s'entraîner et à s'instruire et bien sûr en même temps à se former. Ils avaient le devoir de continuer à servir avec fidélité et loyauté les institutions de la République. Servir la population avec dévouement et le sens du devoir. Ils devaient aussi respecter les engagements sur le plan de la discipline, renforcer les valeurs morales et l'ardeur au travail tout en étant unis. C'est donc cette analyse que nous venons de faire qui nous permet de conclure que cette force armée congolaise ne pouvait accepter le bâillonnement imposé par une minorité des Congolais envers une majorité des Congolais. Voilà pourquoi cette force armée congolaise avait été souvent qualifiée de l'armée républicaine. Les forces de l'armée congolaise d'aujourd'hui répondent-elles aux mêmes inspirations, aux mêmes devoirs, les mêmes obligations, la même armée qui nous avait protégés lors de la conférence nationale souveraine? Est-elle en mesure d'aider le peuple congolais de s'en sortir de la situation catastrophique dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui? C'est à cette analyse, c'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans la prochaine vidéo. Peuple congolais, c'est pour ainsi dire, nous venons de vous présenter l'armée à la sortie de la conférence nationale souveraine. Nous venons de vous présenter l'armée durant toute la période de la Géménère. Nous vous avons présenté l'armée pendant la période de Marien Ngouabi. Et nous vous avons présenté l'armée juste avant de rentrer dans la démocratie. Donc jusqu'à la période de la conférence nationale souveraine.
nous avons détaillé l'attitude et le comportement de l'armée. Jusqu'à ce que l'armée, bien qu'apolitisée, est devenue politisée. Il est revenu apolitisé pendant la période de la conférence nationale souveraine et qui finalement a perdu sa mission sacerdotale quand Sassou arrive le 5 juin 1997. Donc, dans la vidéo qui va suivre, nous allons maintenant vous parler de l'armée à partir du 5 juin 1997, quand M. Sassou est redevenu au pouvoir. Quand il est revenu au pouvoir, quelle est donc l'attitude, le comportement, quelle est la mission de l'armée? Et donc, c'est ça que nous voulons voir. N'oubliez pas, de vue qu'on est en train d'étudier si l'armée peut, en tant qu'acteur, autrefois, l'armée a joué un grand rôle pour avoir la conférence nationale souveraine et donc pour avoir la démocratie que nous avons eue. Est-ce que l'armée d'aujourd'hui peut jouer le même rôle? C'est à cette question que nous allons répondre dans la prochaine vidéo. Nous insistons parce qu'aujourd'hui, notre espoir est de savoir est-ce que l'armée est avec le peuple pour renverser le régime qui est là. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte et nous sommes en train d'examiner les acteurs qui sont avec nous pour gagner ce combat. Nous avons parlé de la jeunesse. Nous avons mis 2 vidéos dans lesquelles nous avons parlé de la jeunesse, jusqu'à ce que nous avons démontré que la jeunesse actuelle ne peut pas, c'est un acteur, certes c'est vrai, mais cet acteur-là ne permet pas d'aller renverser M. Sassou. Nous avons démontré dans ces 2 vidéos, allez-y suivre, que la jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas descendre pour faire des marches pour aller renverser. Et nous avons démontré également que la révolution à la tunisienne ne marchera jamais au Congo pour des raisons que nous avons évoquées. D'abord, ce n'est pas les mêmes cultures, parce que les Congolais ne sont pas prêts à s'immoler, à se mettre de l'essence et puis se brûler. Ça, c'est dans les mentalités de l'homme arabe. Nous avons aussi démontré que l'homme arabe, la jeunesse arabe se regroupe facilement parce que le vendredi après le culte, toute la jeunesse est déjà regroupée et donc quand ils font le mouvement, ils sont déjà là et ils sont déjà prêts. Alors qu'au Congo, les gens ne se retrouvent pas. Le culte se fait les dimanches des uns et des autres. Et même jusque-là, après le culte, c'est difficile de regrouper le peuple congolais, la jeunesse congolaise pour aller faire une contestation. Donc c'est tous ces éléments que nous avons démontrés, détaillés au point de démontrer que si soulèvement pouvait y avoir, ce n'était que la jeunesse de la partie sud de Brazzaville qui pouvait le faire. Et nous avons dit que cette jeunesse a demandé que désormais, si il y a une partie, en particulier si la diaspora estime qu'il faut faire une descente, la population demande que ceux qui les demandent descendent à Brazzaville avec leurs enfants. Ils vont se mettre devant et après on va faire la marche. Voilà, donc c'est tous ces éléments que nous avons démontrés au point de dire que cet acteur avec lequel nous avons réussi en 1990 pour avoir la conférence nationale, cet acteur-là ne nous permet pas aujourd'hui de renverser le système en place, parce que Sassou le sait. Et donc il y a un autre acteur qu'on est en train d'étudier, c'est donc l'armée. Et pour l'armée, là on venait de voir que cette armée qui est sortie de l'indépendance jusqu'en 90, c'était une armée apolitique. C'était une armée de foi apolitique, mais qui a joué des grands enjeux dans la situation du pays.
Alors, est-ce qu'il en est de même de cette armée qui est là actuellement? Donc c'est ça que nous allons développer dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Le Kwilu, le Nyari, Sobatela la paix. La Bwenzala, le Kumu, Sobatela la paix. Le Poule, les plateaux, Sobatela la paix. La cuvette, la Sanga, Sobatela la paix. La Likwala, la cuvette ouest, Sobatela la paix. Bakondi ya politique, Sobatela la paix. Bakondi ya ecclesia, Sobatela la paix. Biso balanga nzembo, Sobatela la paix. Bambulumbulu pe basoda, Sobatela la paix. Bapandi sango na baradio télévision, Sobatela la paix. Babeti ndembo na bosanite, Sobatela la paix. Yanga na silisi boye, ngai na ke.